Très bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Alors, ils sont en train de se connecter, puisque vous êtes toujours très nombreux à suivre nos masterclass. Et la technologie, des fois, est un petit peu lente. Alors, naturellement, je vais vous demander de respecter un petit peu de présenter, avant de présenter notre invité de grande qualité, je vais vous demander de couper les caméras, puisque comme nous sommes très nombreux, afin de fluidifier l'image et qu'il n'y a pas des arrêts, et surtout, s'il vous plaît, de couper vos micros. Voilà. Ce qui est toujours un petit peu gênant pour notre interlocuteur d'avoir des coupures. Alors, vous connaissez un petit peu le fonctionnement, il y aura une présentation entre 30 et 40 minutes à peu près, puis ensuite vous pourrez écrire toutes les questions que vous souhaitez sur le chat, converser. Hein, donc, je vois beaucoup me disent bonsoir ou inscrivent leur nom dessus. Voilà, et puis je ferai une synthèse à la fin des discussions afin de poser vos questions directement à Alexandre Péricard, et puis nous allons essayer de clôturer vers 20 h afin de respecter notre horaire. Alors, ce soir, on a une chance vraiment forte, puisque vous avez vu la thématique, c'est l'investissement social responsable. Donc, l'ISR, on entend énormément en parler. On considère que c'est vraiment un métier d'avenir. D'ailleurs, je vous rappelle que chez Financia, nous avons mis en place un programme Green Finance, entre autres, donc complètement dédié à ces métiers. Je ne rentrerai pas plus dans le détail parce qu'Alexandre va bien développer, entre autres, ces sujets. Mais pour parler un petit peu du parcours d'Alexandre, alors déjà, il a fait des très grosses formations, hein, parce qu'il est passé par Sciences Po, par l'Université de la Sorbonne, entre autres par l'ESSEC. Donc, vraiment, énormément de points. Et puis ensuite, il a une grande carrière de financier, où il a travaillé pendant longtemps chez Amundi, à la Société Générale, dans de nombreux postes, que ce soit la gestion privée ou l'asset management, voilà. Et aujourd'hui, alors, pour vous dire que c'est un collègue, puisqu'il travaille, je dirais, dans le groupe La Financière d'Uzès, dans lequel nous avons une filiale qui est Uzès Gestion, donc la société de gestion. Et Alexandre Péricard est le directeur général de Uzès Gestion, voilà. Mais je dirais son métier, en plus de ses fonctions de management, son métier, je dirais, historique et de base, et donc l'asset management, et donc il est gérant senior dans le cadre de l'asset management, et en tout cas est le responsable de toute la partie ISR à la Financière d'Uzès. Financière d'Uzès, je vous rappelle, qui est une société d'investissement que aujourd'hui gère un petit peu plus d'1,4 milliard, voilà, qui est parti à la famille Guaran et entre autres, et à certains de ses salariés comme moi-même, et je pense aussi à Alexandre. Donc une maison en pointe, voilà, qui, je ne vais pas vous faire tous les métiers, mais qui est ce qu'on appelle une belle boutique dans la région. Je ne vous ferai pas perdre plus de temps, et merci encore Alexandre, et je te donne la parole. Très bien, merci beaucoup Alfonso pour cette introduction. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi d'animer cette dernière masterclass de l'année qui est consacrée donc à un sujet d'actualité, un sujet brûlant, l'investissement socialement responsable, hein, en particulier après quelques semaines de la publication du deuxième volet du 6e rapport du GIEC sur le changement climatique. Donc, j'imagine que vous avez tous et tout entendu parler. Rapport qui est assez alarmiste et qui peut alimenter, c'est vrai, le scepticisme détenant de ce qu'on appelle l'illusion de la finance verte. Pour autant, ce 6e rapport du GIEC, et puis je dirais de façon plus générale, les conséquences de la crise sanitaire auxquelles on a été et on est toujours confronté,
ne font que davantage mettre en relief les enjeux du développement durable et le rôle essentiel que l'investissement socialement responsable peut et doit jouer dans cette évolution internationale auquel nous sommes confrontés. Alors, sans plus attendre, on débute cette masterclass. Dans un premier temps, vous voyez à l'écran, j'espère que tout le monde voit bien le support, ce que j'appelle l'univers de la finance responsable, voilà, qui est composé de ces différentes alvéoles, et c'est un univers en expansion. Hein. Vous voyez au cœur de cette représentation graphique une alvéole qui ressort en rose fuchsia, où c'est écrit ISR, donc investissement socialement responsable, et puis tout autour, vous avez un certain nombre de satellites avec des terminologies, des références, des sigles qui font tous référence à des éléments de l'investissement socialement responsable, de la finance responsable. Tout cela pour vous dire que c'est aujourd'hui un univers qui, bien sûr, est en évolution constante, en structuration. Hein, on n'est plus dans le café de commerce, on n'est plus dans le greenwashing, ou en tout cas, on essaye d'éviter cela, de tout faire pour éviter cela, et que cet investissement socialement responsable, cette finance responsable, elle soit concrète, crédible, mesurable. Voilà. Et donc, eh bien, à travers cette masterclass, ce que je vais essayer d'aborder, de vous donner un petit peu ce cadre de façon un petit peu, je l'espère, la plus précise possible pour que vous en ressortiez tous avec l'idée que il y a une réalité derrière cette finance responsable qui est concrète et qui s'est structurée au cours de ces dernières années. Donc, on va voir ça en trois parties. On va d'abord balayer des définitions hein, pour qu'on ait tous le même langage. C'est important de partager la même compréhension de ce que veulent dire les termes de la finance responsable. On verra ensuite quel est le cadre réglementaire dans lequel cette finance responsable évolue et on verra combien ce cadre réglementaire est ambitieux. Et puis, je ferai une dernière partie consacrée à la finance responsable en pratique pour vous montrer comment, dans mon métier de gérant d'actifs, eh bien, j'intègre, je travaille cette finance responsable. Alors, on attaque sur cette première partie de définition avec donc ce qu'on appelle l'investissement responsable. Et pour en parler, il faut toujours se retourner un petit peu sur notre passé et se rendre compte, avec peut-être surprise, que cet investissement socialement responsable, il n'est pas nouveau. C'est un sujet qui est très présent, bien sûr, pour nous, pour vos générations, votre génération, mais c'est quelque chose qui trouve ses racines dès le XVIIIe siècle, en fait. Hein. Donc, ça remonte loin, et notamment aux États-Unis. Et c'est intéressant de souligner que c'est plutôt dans le monde anglo-saxon que ça s'est développé au départ, puisqu'on a toujours tendance à dire que les États-Unis sont un peu le parent pauvre sur ces questions-là. Eh bien, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est plutôt dans les communautés anglo-saxonnes dites des Quakers. En fait, c'est voilà, des communautés, bon, c'était souvent lié aussi au protestantisme hein, de ces gens-là qui, en fait, réinvestissaient les gains, leurs gains, le produit de leur activité dans des actions sociales en faveur de la santé, en faveur de l'enseignement, en faveur de la lutte contre l'esclavage. Bien sûr, c'était quelque chose de très important dans cette société de la fin du XVIIIe et du XIXe aux États-Unis. Et puis on fait un saut en avant. Hein, on va se tourner vers une époque qui est plus proche de la nôtre, avec les années 80. Et dès les années 80, eh bien, on a cette volonté de commencer à définir ce qu'on appelle le développement durable. Et peut-être vous avez déjà entendu parler du rapport Brundtland. Hein, c'est une référence qu'il faut connaître. Et en 1987, ce fameux rapport du nom de la première ministre norvégienne de l'époque, qui est en charge de ces travaux auprès de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, elle va définir le développement durable. Elle va dire c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc voilà une définition qui est posée
qui est toujours universellement partagé et qui pose quand même une certaine ambition. Et on est en 1987. Aujourd'hui, on va définir l'investissement socialement responsable comme une philosophie d'investissement, une stratégie d'investissement qui prend en considération les critères ESG, donc E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. Critères ESG, donc pris en considération dans les décisions de gestion des gérants d'actifs, sans occulter la performance financière. Ce deuxième partie de la phrase et de la définition est importante, sans occulter la performance financière. Ce n'est pas une œuvre de charité et ce n'est pas l'objectif, et je pense que ce serait même contre-productif. Il faut que la finance puisse orienter ses flux vers le développement durable dans une optique socialement responsable et qu'en même temps, elle soit vecteur de performance pour attirer toujours plus de flux et répondre aux objectifs du développement durable. Voilà, donc ce n'est que la déclinaison financière et spéculative du développement durable, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Alors, cet investissement socialement responsable, il a d'abord été, dans les premiers temps, beaucoup basé sur des considérations éthiques, on va le voir, qui consistait essentiellement à exclure des pans entiers d'activités dans l'économie, à ne pas investir dans les armes, ne pas investir dans les paris et les jeux. On pourra citer d'autres exemples plus tard. C'était souvent ça au départ. Et puis ensuite, on a évolué vers quelque chose d'un peu plus sophistiqué, où on intègre dans les décisions de gestion les risques environnementaux, les risques sociaux, les risques de gouvernance auxquels sont confrontées les entreprises. Et puis aujourd'hui, depuis quelques années, on a vu cet investissement socialement responsable se développer aussi vers ce qu'on appelle l'impact, la recherche d'impact, avec des gestions qui vont avoir souvent un objectif thématique lié soit à l'environnement, gérer des fonds pour faire en sorte que l'on contribue à baisser les émissions carbone, ou alors avoir un impact directement social, création d'emplois, insertion professionnelle, par exemple. Alors, on va détailler un petit peu ces critères ESG. Ces critères ESG sont la base, quelque part, de ce que l'on fait en finance responsable à travers l'investissement socialement responsable. C'est conduire en parallèle de l'analyse financière traditionnelle que vous avez abordée dans vos cours, j'imagine, c'est y adjoindre une analyse extra-financière qui va reposer sur ces trois piliers. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est structuré. Il y a un pilier E, un pilier S, un pilier G. Alors, on se doute bien, le pilier E, c'est bien sûr tout ce qui touche à l'environnement, la gestion de l'eau, les déchets, la consommation d'énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la prévention des risques environnementaux. Le critère social, il est parfois un petit peu plus difficile à quantifier, mais lui, il renvoie bien sûr à la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise, au dialogue social, à la prévention des accidents, à la formation, la mobilité, le respect des droits de l'homme, et puis cela, bien entendu, décliné sur l'ensemble des parties prenantes auxquelles une entreprise est confrontée, à savoir, bien sûr, ses salariés, ses clients, ses fournisseurs. Et puis le troisième pilier, non des moindres, c'est le pilier de gouvernance, pilier G, qui interroge la gestion de l'entreprise par ses dirigeants. Donc là, on parle bien sûr des problématiques de transparence, d'indépendance du conseil d'administration, des problèmes de politique de rémunération et du respect des droits des actionnaires, notamment. Et on verra que ce pilier G a souvent été un pilier très malmené ces dernières années sur des scandales un petit peu importants où des sociétés ont totalement en fait trébuché sur un manque de transparence et de gouvernance, et ça a entraîné bien entendu de très lourdes pertes financières, bien entendu pour elles-mêmes, mais aussi pour les actionnaires. Donc, ces critères ESG, comme je vous le disais, font l'objet de nombreuses études académiques. Il y a énormément de chercheurs qui se penchent sur ces questions-là, sur ces facteurs, qui essayent de voir le lien entre la décision de les prendre en considération et puis le rendement des investissements. Est-ce que utiliser, intégrer les critères ESG dans une décision de gestion pour sélectionner une entreprise, est-ce que c'est contributeur à la performance ou est-ce que c'est
destructeurs de performance. Il faut avoir en tête que c'est aussi une façon, en les intégrant en décision de gestion, d'avoir une vision, une lecture des risques beaucoup plus large, puisque là, on balaye à 360 degrés les risques auxquels une entreprise est confrontée. On ne parle pas simplement de sa croissance, de ses marges, de son retour à l'actionnaire. On parle de sa capacité à se développer dans un monde dont on voit bien qu'il est soumis à un certain nombre de défis, et il faut que l'entreprise arrive à nous montrer comment elle s'approprie tous ces défis, tous ces risques nouveaux, risques extra-financiers, comment finalement elle va essayer aussi de les transformer en vecteurs de croissance. Ça, c'est très, très prégnant dans ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Alors, pour nous aider, on a soit bien entendu des analyses qui sont faites en interne dans les maisons de gestion, où on a vu fleurir toutes ces dernières années des agences de notation qui sont spécialisées dans l'analyse extra-financière des sociétés. Vous en avez ici référencé un certain nombre. Alors, on peut parler soit de sociétés qui sont tournées et qu'on va dire exclusivement sur la notation extra-financière, comme MSCI ou Sustainalytics, mais vous avez également, et c'est très intéressant de le souligner, les agences de notation crédit, les grandes agences traditionnelles, Standard & Poor's, Moody's, qui aujourd'hui intègrent dans leurs analyses des éléments ESG, des éléments extra-financiers pour noter la qualité de crédit, la capacité à rembourser les dettes des sociétés, des émetteurs. Alors, cet investissement socialement responsable, on voit qu'en fait, il recouvre différentes stratégies, différentes philosophies. Vous avez ici ces trois cercles, en fait, d'exclusion, on l'a dit, on va exclure un certain nombre de secteurs. On va intégrer et sélectionner les sociétés en fonction de leur comportement ESG. Et puis, on a parlé de l'impact. Voilà. Donc, quand on a défini ces trois grands champs, il faut se dire qu'ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Au contraire, il faut arriver, je dirais, à les faire dialoguer et à les prendre en considération les uns avec les autres. Parce que, en tout cas, pour le cercle exclusion, si je ne fais que pratiquer de l'exclusion, dire moi dans ma gestion, j'élimine tel ou tel secteur, ça ne fait pas de moi un gérant socialement responsable. Ce n'est pas ça l'investissement socialement responsable. Il faut combiner, on peut faire de l'exclusion, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument intégrer ces critères ESG dans les décisions de gestion. Et puis l'impact, on va détailler, en fait, ces trois pôles, on va les détailler pour que vous ayez une bonne visibilité, une bonne vision de ce qu'on entend par impact. Et on peut tout à fait faire de l'impact de façon, on va voir, indépendante. Alors, quand on parle d'exclusion, on parle souvent d'exclusion sectorielle et normative, où on essaie ici de gérer le risque de réputation. Vous n'avez pas envie que dans votre portefeuille, vous ayez quelque part le mouton noir qui va bien être confronté à un scandale financier, à un scandale de gouvernance, à un problème d'égalité de traitement du travail, enfin du travail des enfants ou des femmes, enfin que sais-je. Il y a énormément de risques en la matière et l'objectif ici, c'est de les limiter. Ces politiques d'exclusion, vous voyez en dessous dans le petit graphique, en fait, celles qui sont les plus souvent utilisées dans les gestions françaises. Donc là, vous avez 2% des actifs gérés en France qui excluent, par exemple, le secteur de l'alcool. Voilà. 8% les armes conventionnelles. Ça veut dire qu'on exclut la défense en totalité. Les énergies fossiles conventionnelles, donc bien sûr pétrole, gaz, charbon, et puis les énergies fossiles non conventionnelles, les gestions qui excluent le non-respect du pacte mondial des Nations Unies, à 35%. 35% des actifs gérés en France excluent les sociétés qui ne respectent pas ce pacte mondial. On reviendra sur ce qu'est vraiment ce pacte mondial un petit peu après. Le tabac fait partie des exclusions les plus fréquemment rencontrées. Les armes controversées, ça c'est très fréquent, parce qu'en réalité, on ne fait qu'appliquer les conventions d'Oslo et d'Ottawa, qui demandent, la France étant signataire de ces conventions internationales, à ce que les gérants d'actifs n'investissent pas dans des sociétés qui produisent ou de près ou de loin
qui sont associées à la production d'armes controversées. On parle souvent, par exemple, des mines antipersonnelles, des armes à fragmentation qui vont tuer des civils même longtemps après l'arrêt des combats. Et puis, bien entendu, on a pratiquement 50% des actifs gérés en France qui excluent le charbon. Voilà. Donc, les exclusions, vous les avez, voilà, c'est une illustration. Mais on est d'accord, ça ne suffit pas à dire que vous faites de l'investissement socialement responsable si vous vous contentez de déclarer que vous avez exclu ces secteurs ou ces sociétés qui ne respectent pas les grandes normes internationales. Et voilà, vous avez une petite visibilité sur ce qu'on entend par exclusion. Au-delà de ces exclusions sectorielles et normatives, on entend aussi souvent parler du terme de la notion de controverse. Qu'est-ce que c'est qu'une controverse pour une société? Controverse, toujours ESG, hein, c'est-à-dire qu'il y a des allégations de comportements mauvais, un comportement négatif à l'égard des fournisseurs, des salariés, des collectivités, de l'environnement, des actionnaires. Voilà, quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas conforme aux grandes chartes internationales, aux grands principes. Et cela peut poser évidemment problème quand on est dans quelque chose de très sévère, puisque l'idée derrière, c'est qu'une entreprise qui serait en breach, hein, qui ne respecterait pas ces grandes conventions, ou aurait un comportement manifestement nocif, hein, négatif à l'égard de communautés humaines ou de l'environnement, eh bien, elle s'expose à de lourdes sanctions financières. Vous voyez qu'à chaque fois, l'objectif ici, c'est pas de dire le bien ou le mal, c'est pas de dire ça c'est blanc, ça c'est noir. Non, ça c'est vrai, ça c'est faux. On n'est pas dans un monde manichéen dans la finance responsable. On essaye plutôt d'éviter les risques. Voilà, on est là pour gérer au mieux l'argent qui nous est confié par nos clients. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une bonne gestion du risque. Et ça passe aujourd'hui aussi par ce risque extra-financier que l'on peut appréhender à travers cette notion de controverse. Alors voilà pour le sujet des exclusions. Ensuite, il y a le sujet donc de l'intégration des critères ESG et de la sélection donc, des entreprises. Ici, j'utilise le vocable émetteur, mais c'est la même chose. Il y a plusieurs stratégies pour pratiquer l'intégration des critères ESG dans les décisions de gestion. Vous avez trois grands modèles qui existent, trois grandes écoles, ce qu'on appelle le best in class, le best in universe et le best effort. Alors, le best in class, c'est très fréquent dans les gestions françaises. Ça consiste à privilégier les émetteurs les mieux notés en ESG. On a vu ces agences ou ces équipes d'analyse interne qui donnent des notes aux sociétés selon leur comportement ESG. Eh bien, on va retenir les meilleurs de leur secteur. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en principe, j'exclus aucun secteur à la base, sauf si, bien sûr, j'ai défini une politique d'exclusion qui vise à ne pas avoir tel ou tel acteur d'un secteur particulier. Mais ça vient en plus. Et puis ensuite, vous avez le Best in Universe. C'est assez rare aujourd'hui, puisqu'en fait, ça consiste à dire que dans un univers d'investissement, vous n'allez retenir que les mieux notés, que les meilleurs. Et donc, par conséquent, vous pouvez induire un biais dans votre gestion et éliminer un certain nombre d'autres secteurs où vous auriez en fait que des sociétés moyennement ou mal notées. Et puis enfin, une dernière stratégie possible que je trouve très intéressante, c'est le best effort. Et donc, vous allez sélectionner ici faire de la sélection ESG en favorisant les émetteurs dont la note s'améliore au cours du temps. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous n'excluez pas par principe. Alors, vous pouvez vous donner quand même un minimum vital, un minimum d'exigence en termes de note ESG. En dessous d'une certaine note, vous n'investissez pas. Mais à partir du moment où on atteint un minimum que vous avez défini en interne, c'est bien de voir les sociétés qui progressent, en fait, qui démontrent à travers le temps une capacité à faire mieux, à progresser dans leur développement, leur comportement ESG. Et bien sûr, on peut combiner notamment du best in class avec un peu de best effort. On verra que ça, c'est à la main des gérants d'actifs. Et puis enfin, donc pour terminer sur ces trois cercles, donc d'exclusion, intégration, impact. Ici, l'impact défini dans ces trois grandes caractéristiques, l'additionnalité, l'intentionnalité, la mesurabilité. Ici, on cherche, à travers nos investissements, à avoir des effets positifs et mesurables. C'est important, il faut que ça puisse être mesuré sur l'environnement, sur la société,
hein, et ou, ça dépend de ce qui aurait été défini au départ par le fonds en question, tout en générant un rendement financier. Donc ici, on parle d'additionnalité en ce sens que quand vous allez choisir vos sociétés, c'est pas parce qu'une société, elle rentre dans le champ thématique que vous vous êtes fixé, par exemple, diminution des émissions carbone. Je vise à investir que dans des entreprises qui contribuent à réduire les émissions carbone au plan international. Il faut aussi, ce point-là ne suffit pas. Il faut que la société choisie ait un comportement ESG, donc sur le social et la gouvernance, qui soit au niveau de ce que vous en attendez. Et c'est ça l'additionnalité, c'est que non seulement vous allez regarder le comportement ESG, mais en plus vous la sélectionnez parce que vous pensez qu'elle est capable de contribuer à l'objectif que vous vous êtes fixé, notamment en réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un exemple. Hein. Ça pourrait être gérer un fonds avec des sociétés qui seront créatrices d'emplois. Ça pourrait être ça aussi. Mais si c'est donc ici, vous êtes plutôt sur une thématique sociale, il faut que, au plan environnemental et de la gouvernance, la société sélectionnée soit également au rendez-vous. C'est ça l'additionnalité. Ensuite, vous avez l'intentionnalité, c'est un petit peu ce que je viens de décrire, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que vous allez choisir comme type d'impact. Les capitaux placés vont contribuer à quel impact. Voilà. Et puis enfin, la mesurabilité, c'est pouvoir rendre compte à vos porteurs, à vos investisseurs, à travers des indicateurs tangibles, objectifs, tracés au cours du temps, que bien oui, vous vous êtes fixé un objectif d'impact et que, au cours du temps, vous démontrez que votre fonds y contribue à la réalisation de cet objectif par une bonne sélection des entreprises en portefeuille. Alors, bien entendu, quand on parle de finances responsables, et comme dans beaucoup de secteurs d'activité, il y a tout de suite la tentation de mettre une estampille, de dire ça c'est bien et on va mettre un label. Et donc, au niveau de cet investissement socialement responsable, cette finance responsable, eh bien, on a vu fleurir tout un tas de labels au niveau principalement européen, qui sont en fait une façon pour les investisseurs de s'assurer que les processus d'investissement qui sont mis en œuvre sont rigoureux, sont de qualité et assurent une certaine transparence dans le reporting qui est fait par le gestionnaire. Et donc, eh bien, vous avez sur cet axe chronologique représenté un certain nombre de labels. En 2004, ça a commencé notamment en Autriche, donc je ne prononcerai pas ce qui est imprononçable sur le nom de ce label. En 2004, donc c'est un label autrichien. Ensuite, vous avez un label luxembourgeois 2011. En France, on a été assez précoce aussi avec le label Novetic, c'était 2012, mais qui est très vite s'est transformé en label ISR. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ce label ISR décerné par le ministère de l'Économie et des Finances en France depuis 2016. Et donc, voilà, les différents, je dirais, États européens comme ça ont défini des labels. Et aujourd'hui, eh bien, ils illustrent un petit peu parce que tous ces labels, bien sûr, ne veulent pas forcément dire la même chose. Donc, ils illustrent un petit peu la diversité qu'il y a dans les pratiques d'investisseurs socialement responsables. Mais tout ce qu'on peut dire quand même, c'est ce qu'on voit émerger dans cette diversité de labels, c'est deux grands groupes de labels. Vous avez ceux qui sont des labels, je dirais, généralistes, où on va cibler vraiment la prise en compte des critères ESG dans la gestion. Et puis, vous avez à côté des labels plus thématiques, et c'est souvent les thématiques environnementales, les thématiques vertes liées à la transition écologique et énergétique. Et on a un label en France qui est très réputé et qui s'appelle le label Greenfin. Voilà, donc en France, il y a d'autres labels, mais les deux grands que vous pouvez avoir en tête, c'est un label généraliste, le label ISR, un label thématique verte, le label Greenfin. Et bien entendu, la question, vers un label européen, oui, on l'espère. L'Europe travaille à cela. On verra dans un second temps que l'Europe est de plus en plus présente sur ces questions de finances responsables et qu'elle édicte des règlements, des lois européennes pour harmoniser, flécher les flux d'investissement, apporter de la transparence et, je dirais, structurer toutes ces démarches d'investisseurs socialement responsables. Voilà. Mais pour l'instant, ce label européen, il est encore en gestation. Petit zoom rapide sur le label ISR français. Ici, vous avez la progression
et donc elle est assez fulgurante. Cela montre bien tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui pour cette finance responsable. Vous voyez ce label ISR, donc il a été créé en 2016. C'est un véritable succès. Au 12 avril 2022, c'est la dernière date disponible, il y a 995 fonds de 170 sociétés de gestion en France, des fonds donc, qui sont labellisés et qui représentent un encours de 659 milliards d'euros. Alors, j'avance parce que le temps passe vite. Petite mise en perspective sur les chiffres. Ici, vous avez les chiffres de la Global Sustainable Investment Review de 2020 qui fait référence en la matière. C'est une étude qui est réalisée tous les 2 ans. Donc, il y a eu 2016, 2018, 2020. C'est la dernière disponible. Et elle vous montre un petit peu comment les investissements dits durables se sont comportés, ont cru dans les grandes régions du monde. Et on voit qu'aujourd'hui, l'investissement durable au sens large, eh bien, c'est 36%, un gros tiers des actifs mondiaux sous gestion. Vous voyez que l'Europe, c'est un tiers. Et puis, les États-Unis ne sont pas en reste avec 48% des encours qui sont dits investissements durables. Et on voit qu'entre 2018, donc l'avant-dernière étude, et 2020, il y a une croissance de 15% de ces encours. Ce qui montre bien également tout l'engouement des investisseurs pour cette finance responsable. Alors, là, on va passer. Simplement, je souligne que vous voyez ici la courbe bleue foncée, c'est l'Europe. Ça peut paraître surprenant que les chiffres, en fait, diminuent. Il faut faire attention parce qu'en Europe, on a justement une législation qui se développe beaucoup, qui se construit petit à petit, et du coup, vous avez des encours qui pouvaient être déclarés comme responsables, qui ne le sont plus, qui sont sortis parce qu'on s'est donné une définition plus précise de ce qu'on entendait par là en Europe. Ce qui explique cette baisse en réalité. Alors, vous voyez, ici, c'est les chiffres de l'Association française de gestion. Je fais le zoom sur la France. En France, les investissements responsables, ça s'élève à 1 600 milliards d'euros à fin 2020. C'est à peu près 31% du marché des OPC, donc des organismes de placement collectif gérés en France, des fonds. Vous avez à droite, donc pour faire le lien avec les stratégies, vous voyez que 62% de ces fonds sont gérés plutôt sur des stratégies best in class, donc stratégies dominantes. Vous voyez parfois aussi donc best in universe and best effort, c'est un petit quart. Vous voyez que l'impact investing, c'est 7%. Et puis, vous avez aussi des fonds thématiques plutôt social gouvernance ou sur l'environnement, notamment par exemple avec des obligations vertes. Et ça représente 8% des encours gérés en France pour la partie investissement responsable. Voilà, donc il faut avoir en tête un petit tiers pour ce qui est le chiffre français. En global, plus du tiers, pour la France, un petit tiers. Et puis, ça touche ici toutes les classes d'actifs, puisqu'on parle des actions, des obligations, des produits monétaires, autres. On a bien sûr des fonds immobiliers. Tous les placements immobiliers sont concernés par ces démarches d'investisseurs socialement responsables. Ça tombe, c'est assez facile à considérer, puisque le bâtiment, bien entendu, est vecteur de nombreuses sources d'économies d'énergie potentielles. Et puis, vous avez ici à droite la répartition par nature d'investisseurs. Et là aussi, vous voyez que ce qui est intéressant de noter, c'est la part des investisseurs institutionnels. 43%, c'est énorme. Et c'est très important que ces investisseurs institutionnels soient présents sur la finance responsable parce que, bien entendu, ce sont eux qui ont les plus gros flux de placement et qui entraînent quelque part l'ensemble des flux financiers vers toujours plus de finances responsables. Et je crois que peu d'entre vous n'ont jamais entendu parler d'une proposition d'épargne dite responsable à travers peut-être une offre d'OPCVM, notamment dans les banques de détail. C'est quelque chose aujourd'hui qui est bien entendu de plus en plus fréquent. Dans les banques privées, n'en parlons pas. Vous avez beaucoup de clients fortunés qui aujourd'hui souhaitent donner du sens à leur épargne et donc orientent vers la finance, les produits de finance responsable. Un slide qui va certainement vous intéresser, c'est votre génération, la génération des millennials. Vous êtes 95% selon une étude qui date un petit peu, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut
raisonnablement dire que ce chiffre est toujours vrai. Vous êtes 95% à déclarer que l'investissement socialement responsable, l'investissement durable vous intéresse. Et pour nous, professionnels de la finance, c'est très important. On ne peut pas ne pas entendre cette déclaration d'intérêt, puisque parallèlement à ça, nous savons que vous allez être les dépositaires, en fait, du plus gros transfert de richesse que le monde n'ait jamais connu. Entre la génération des baby boomers et les millennials, il y aura, on estime à peu près, un transfert de richesse de l'ordre de 30 000 milliards de dollars. Donc, c'est colossal. Ça ne veut pas dire que vous devenez tous les uns les autres des millionnaires ou des milliardaires en puissance, mais ça veut dire que sur la masse, en fait, il y a un transfert d'argent qui n'a jamais été aussi important que sur ces deux générations des baby boomers vers les millennials. Et il faut bien en faire quelque chose et répondre aux souhaits grandissants des investisseurs d'adopter des démarches responsables dans les placements. Alors, un autre point important, souvent, c'est les problématiques de concilier la durabilité et la performance. Il y a des détracteurs qui vont vous dire moi, je n'ai pas envie d'être investisseur socialement responsable parce que ça me contraint, je vais perdre en performance, mes clients vont s'en aller. En fait, c'est un faux procès. Beaucoup d'études académiques ont montré depuis maintenant des décennies qu'en réalité, il n'y a pas de corrélation négative entre choisir l'investissement responsable et la performance. La plupart du temps, on constate même une légère surperformance par rapport aux gestions traditionnelles, avec, et c'est à noter, une volatilité plus faible. Donc, ça veut dire un risque un cran plus bas. Voilà. Alors, ce qui aujourd'hui favorise la croissance de cet investissement responsable, c'est ce que j'appelle moi l'alignement des planètes. On le voit, les investisseurs sont de plus en plus exigeants. Ils veulent de la transparence dans leur placement, ils veulent donner du sens, ils veulent que leur argent, quelque part, travaille au service des défis du développement durable. Et c'est bien entendu tout à l'honneur de ces investisseurs. Et puis en même temps, on s'est rendu compte qu'il y a de la matérialité, c'est-à-dire que quand je prends en considération ces critères ESG, ils peuvent avoir un impact positif sur la performance, ils me permettent de mieux analyser le risque. Et ça, c'est matériel. Et ça va dans le sens de l'intérêt des porteurs. Et enfin, il y a la réglementation. Et cette réglementation nous pousse vers toujours plus de prise en compte de ces facteurs ESG dans nos gestions, avec, bien entendu, des obligations, des contraintes, notamment en termes de reporting. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aussi, quelque part, c'est à mettre en regard avec ce qu'on appelle la responsabilité, le devoir fiduciaire des gérants d'actifs. Le gérant d'actifs, il a la responsabilité, il a le devoir de tout mettre en œuvre pour gérer au mieux les fonds que vous lui confiez. Eh bien, tout mettre en œuvre, ça veut aussi dire regarder ce qui se passe en extra-financier. Pas seulement faire de l'analyse financière comme on le faisait il y a encore 20 ou 30 ans. Alors, on va avancer parce que l'heure tourne vite. Cadre réglementaire évolutif et ambitieux, deuxième partie. Ici, vous avez un axe chronologique et en fait, c'est quoi le but ici dans ma démarche pédagogique? Elle est de vous montrer qu'en réalité, ce n'est pas un sujet nouveau. Dès les années 70 aux États-Unis, on lance un fonds qui s'appelle le Pax World. Dans l'environnement de la guerre du Vietnam, vous avez deux pasteurs méthodistes qui vont dire on veut lancer un produit de placement qui exclut les armes. Et puis, vous allez avoir tout un tas de grandes initiatives qui sont prises et ça s'accélère dans les années 2000. Et on va voir quelles sont toutes ces initiatives nées dans les années 2000. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le Pacte mondial des Nations Unies, le Global Compact. Ça, vous en entendrez parler si vous choisissez de creuser ce sujet de la finance responsable. Et en gros, c'est quoi ce Global Compact, ce pacte mondial? Eh bien, c'est s'assurer que les entreprises, elles respectent 4 grands points. Les droits de l'homme, on fait référence ici à la Déclaration universelle des droits de l'homme, les normes internationales du travail, le respect de l'environnement, notamment, bien entendu, en termes de pollution des sols, et puis, bien entendu, et puis la lutte contre la corruption. Voilà, c'est les grands piliers de ce pacte mondial sous l'égide des Nations Unies, et ça a été lancé en 2000. Ensuite, on a eu toujours sous l'égide des Nations Unies, et c'est important de savoir que c'est sous l'égide des Nations Unies, parce que ça veut dire on a une tribune qui est mondiale, internationale, qui regroupe
plusieurs centaines de nations. Hein. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, le Japon qui, dans son coin, réfléchit. Bien sûr, on réfléchit tous, mais quelque part, on s'oriente et on se retourne tous vers l'ONU qui nous donne des directives, qui nous fixe un cadre. Et donc, avec ce Global Compact, l'ONU ne s'est pas arrêtée là, elle a défini des objectifs par période de 15 ans. Et donc, en 2000, elle va appeler ça les objectifs du millénaire. Alors, à l'époque, il y avait 8 objectifs qui ont tous, bien entendu, c'est des pétitions un petit peu, enfin, c'est des ambitions, de grandes ambitions. Hein, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de famine dans le monde, qu'on réduise la mortalité infantile, qu'on puisse soigner davantage, qu'on préserve l'environnement, donc de grands sujets. Et l'ONU se donne 15 ans et elle dit, en 2015, on fera le point et on verra où on en est. 2015 est arrivé et on a défini les objectifs de développement durable. Donc, je pense que vous avez déjà tous vu ces petits pictogrammes, puisqu'ils sont largement utilisés aujourd'hui par les entreprises dans leur communication pour montrer qu'elles essaient de contribuer aux objectifs de développement durable. Et ces objectifs-là ont pris le relais des objectifs du millénaire. Donc, 2015-2030, on est reparti pour 15 ans. Et là, il ne faut pas croire que ce sont simplement 17 objectifs un petit peu… bien entendu, tout le monde est prêt à signer pour ces objectifs-là, mais derrière, il y a des critères, oui, il y a des cibles, il y a des indicateurs. C'est quelque chose d'assez précis. Ce n'est pas seulement pour faire joli, ce n'est pas seulement de la communication, du marketing. À côté de ça, le monde financier, lui aussi, a pris beaucoup d'initiatives et notamment des principes pour l'investissement responsable, ce qu'on appelle les PRI, et toujours sous l'égide des Nations Unies en 2006. Mais c'est un engagement volontaire du secteur financier qui s'engage à travers 6 principes à inciter toujours les investisseurs à intégrer des problématiques environnementales, sociales et gouvernance dans la gestion des portefeuilles. Autre point important sous l'angle réglementaire, vous en avez tous, j'imagine, entendu parler, la COP 21, COP Conference des parties, Conference of Parties, en 2015 à Paris, qui débouche donc sur cet accord de Paris, qui a fait date et qui est aujourd'hui encore structurant, puisqu'il y a beaucoup d'objectifs, notamment ancrés dans la loi européenne et française, qui font référence à l'accord de Paris. Cet accord de Paris, il dit quoi? Il dit on va chercher à contenir d'ici 2100 le réchauffement climatique. Donc d'ici 2100, limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Le GIEC, quand il sort son rapport, notamment comme je citais en introduction, le deuxième volet du 6e rapport consacré au changement climatique, à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, on fait référence à l'accord de Paris. Et cet accord de Paris proclame aussi un objectif de neutralité carbone. Neutralité, attention, ne veut pas dire aucune émission, mais veut dire émission zéro, émission nette. Il faut que je puisse compenser les émissions qui sont donc émises dans l'atmosphère. C'est ça ce que ça veut dire neutralité carbone. Donc cet accord, il est important à avoir en tête pour toute la suite, je dirais, des grands objectifs que se fixe la finance responsable. Alors, autour de ça, je vais rentrer un petit peu plus dans les choses concrètes. Il y a une grande initiative qui a été prise qui s'appelle la TCFD, donc Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Cette TCFD, elle a pour objectif de faire prendre en compte dans le reporting extra-financier les enjeux climatiques. Il faut encourager un reporting financier qui soit fiable, clair, cohérent pour les investisseurs et qui tienne compte des risques liés au climat. Pourquoi c'est si important? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le risque climatique est un risque systémique. Voilà, retenez ça, le risque climatique est un risque systémique. Ça veut dire que ça fait partie de ces grands risques qui peuvent déstabiliser de façon substantielle notre organisation financière internationale. Voilà, 43 000 milliards de dollars qui sont à risque d'ici 2100 si on n'adapte pas bien sûr, un certain nombre de comportements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les risques qui sont liés aux catastrophes naturelles. Ce sont les risques qui sont liés au coût de la transition énergétique, puisque ça a bien sûr un coût d'aller vers des énergies moins émettrices de carbone. Et il faut le prendre en considération, puisque ça va entraîner des dépréciations d'actifs. Qu'est-ce que ça vaut une usine de charbon quand on dit qu'il ne faut plus utiliser le charbon? Donc là, vous avez bien sûr des dépréciations d'actifs et puis des assureurs
qui ne veulent plus assurer ces activités un petit peu moins pointées du doigt, des banques qui ne veulent plus prêter à ce type d'activité, mais qui parfois vont se retrouver dans leur bilan avec des créances. Ils ont fait un prêt à une entreprise dont on dit qu'il ne faut plus, quelque part, qu'elle produise d'énergie à partir du charbon. Donc, qu'est-ce que ça devient? Et ça fait porter, bien sûr, un risque pour l'établissement bancaire qui se retrouverait face à un actif qui ne vaut plus rien. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important, améliorer les problématiques de reporting en prenant en compte le risque climatique. Voilà. Alors ici, bien sûr, pourquoi je le souligne? Parce que ce n'est pas simplement des mots. Il y a des piliers qui sont donnés aux entreprises. Elles doivent nous dire, au point de vue gouvernance, au point de vue stratégie, gestion des risques, indicateurs et objectifs, ce qu'elles font, comment elles le font. Voilà. Et ça, c'est très utile pour les investisseurs parce qu'elles vont toutes, en principe, essayer le plus possible d'adhérer à cette TCFD, à ces principes de reporting, pour nous fournir quelque chose de, comme je le disais, cohérent, fiable et clair, comparable. Donc, vous voyez que le degré d'exigence, il est très haut aujourd'hui pour à la fois les entreprises et les investisseurs. Pour nous aider là-dedans, il y a d'autres initiatives qui ont vu le jour, notamment celle du CDP, le Carbon Disclosure Project, qui va un petit peu analyser le comportement d'une entreprise face au risque climatique. Donc, gestion de l'eau, gestion de la forêt, gestion de la chaîne d'approvisionnement. Vous avez une autre initiative importante qui est le SBT. Et ça, c'est un comité de scientifiques qui vont aider justement les entreprises à valider le chemin de la réduction des émissions carbone. Quand Kering, le groupe de luxe, vous dit moi, d'ici 2030, je souhaite réduire de X% mes émissions carbone, derrière, pour vous donner confiance en ce que la société a déclaré et pour crédibiliser sa démarche, il y a un comité d'experts qui peut valider ce qui a été décidé par l'entreprise, en fonction de tout un tas, bien sûr, de modèles de projection. Et puis, je cite également Climate Action 100, qui est une autre initiative importante, où là, ce sont des investisseurs qui font pression auprès des groupes les plus émetteurs de carbone au niveau international et pour essayer de les engager vers la transition énergétique. Donc, vous voyez, énormément de choses existent. Et à commencer, bien sûr, par l'Europe, donc qui se mobilise pour essayer de faire en sorte que la finance responsable aide à la réalisation des objectifs de développement durable, à la réalisation de l'accord de Paris. Et c'est ainsi que l'Europe a défini ce qu'on appelle un pacte vert et elle a l'ambition donc de devenir neutre en carbone à horizon 2050, avec ce qu'on appelle l'objectif 55, réduire les gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Donc, neutralité carbone, c'est 2050, 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030. Et évidemment, énormément de travail pour y parvenir et un besoin, bien sûr, de flux financiers très, 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 très élevé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez tous les programmes de dette qui ont été mis en place après la crise sanitaire, la crise de Covid, eh bien, l'Europe a tout de suite dit, attention, OK, on va aider les États, on va lever de l'argent, mais il faut qu'un tiers de ce que l'on va lever, investir, soit investi au service du développement durable et des objectifs donc européens. Voilà, donc je vais passer là-dessus parce que ça c'est un petit peu trop, ça demanderait un sujet total, donc je vais aller directement sur la pratique. Ça sera assez rapide pour vous laisser la place aux questions. La finance responsable en pratique, c'est quoi? Vous l'aurez compris, c'est donner des objectifs. C'est définir un univers d'investissement avec des exclusions, avec une démarche d'intégration ESG à travers le Best Effort, le Best Universe, le Best in Class. C'est faire de l'engagement. C'est un point très important, c'est-à-dire dialoguer avec les sociétés dans lesquelles on est investi pour essayer de comprendre leur démarche ESG, essayer de faire en sorte qu'elles améliorent ce positionnement, leur comportement. Et puis, bien sûr, c'est définir un reporting extra-financier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire, mais il y a deux impératifs. C'est celui de la sincérité. Il faut faire ce que vous dites. Il ne faut surtout pas faire des déclarations qui vous emmèneraient au-delà de ce que vous faites. Ça, c'est catastrophique. Ça s'appelle le greenwashing. Donc, il faut être sincère dans ce que vous faites, même si vous faites quelque chose de modeste, il faut être sincère. Et il faut être transparent. Voilà. Pouvoir montrer ce que vous avez déclaré.
Alors, comment on intègre ça? C'est assez simple, hein. On a des outils. Si vous avez une copie d'un écran Bloomberg, pour une société comme L'Oréal, on a accès, à travers les terminaux d'information financière, à des notations ESG qui sont ici entourées en vert. Donc, c'est le travail du gérant de les analyser, de les décortiquer. Ici, vous avez une grille d'analyse. Hein, donc, comment on fait pour construire une note ESG? On va regarder différents sujets au niveau environnement, au niveau social, au niveau gouvernance. Alors, c'est bien sûr intéressant parce qu'il y a des facteurs qui sont universels. Hein, tous ceux qui sont en violet ici, ça veut dire que quand on est, quel que soit le secteur d'activité auquel on appartient, on est forcément confronté, hein, à la sécurité des employés, à la gestion du capital humain. On est forcément confronté à la problématique de transparence en gouvernance, à l'audit comptable, etc. Donc, il y a des critères qui sont universels et d'autres qui sont spécifiques à certains secteurs. Et c'est ça qu'on analyse en donnant des notes. Voilà. Et les entreprises, elles communiquent de plus en plus. Ça, vous le verrez. Je pense que quand vous avez sans doute fait des stages où aller en faire, et vous verrez que ces données sont de plus en plus importantes. Donc, vous voyez ici une entreprise comme Covivio dans le secteur de l'immobilier qui communique toutes les notes qu'elle a obtenues chez différentes agences. Et nous, en tant que gérants, on va regarder, on va aller se nourrir de toute cette information. Vous voyez une autre entreprise ici comme SPI qui a utilisé les objectifs de développement durable. Vous retrouvez les petits pictogrammes que je présentais tout à l'heure, ce fameux 17 objectifs. Et SPI va nous dire, eh bien voilà, moi, dans mon activité, je pense que je contribue à la réalisation de ces objectifs-là. Et puis, il vous donne tout un tas de chiffres concernant l'engagement salarial, la promotion interne, l'égalité homme-femme, les politiques de rémunération. Pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, qui est peut-être un petit peu abscon avec ce reporting TCFD, vous voyez ici, par exemple, le groupe Eiffage, dans la construction, ce grand groupe français, il a un report climat 2020 qui est construit selon les recommandations de la TCFD. Et puis à côté, j'ai mis celui de Nexity, toujours secteur immobilier, qui lui a fait valider donc par le SBT, Science Based Target, la démarche de réduction carbone, de réduction de son empreinte carbone. Donc voilà qui est concret, qui vous montre bien que toutes ces initiatives ne sont pas des paroles en l'air, elles sont concrètement mises en œuvre par les entreprises. Alors il y avait une dernière partie qui concernait les obligations vertes. Mais là, je vais passer simplement vous dire ce qu'est qu'une obligation verte. C'est une obligation comme une autre, hein, on lève de l'argent, sauf que là, vous ne levez pas de l'argent pour les besoins généraux de l'entreprise ou ses refinancements classiques, mais bien pour financer des projets dits éligibles plutôt de transition énergétique ou liés à l'atténuation du changement climatique. Et puis, je vais terminer avec ça parce que c'est très, très important. Ce serait incomplet si j'en parlais pas. C'est le vote et l'engagement. Ça, vous voyez ici cette citation de l'Association française de gestion. Bien gérer, c'est aussi bien voter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes actionnaire, quand vous avez des valeurs dans un fonds, il faut être responsable. Et vous êtes actionnaire et donc vous devez vous exprimer aux assemblées générales. Vous devez voter des résolutions, dire que vous êtes pour ou que vous êtes contre. Et cela de l'importance et ça aide bien sûr les sociétés à évoluer. Parfois, ça se fait dans la douleur. Et c'est le cas, par exemple, de cette major pétrolière américaine que tout le monde connaît, hein, ExxonMobil, ce géant du pétrole américain qui, pendant des années, a mis le sujet de la transition énergétique complètement de côté. Et ce n'était pas leur problème. Eh bien, grâce à l'engagement de grands actionnaires comme le fonds de retraite de l'État de New York, l'Église d'Angleterre également, ils ont réussi à voter, à faire adopter des résolutions qui poussent l'entreprise à prendre en considération dans sa stratégie la transition énergétique, à adopter des stratégies compatibles avec l'accord de Paris. Et vous voyez qu'ils l'ont fait également avec le soutien de BlackRock, donc un des premiers gestionnaires d'actifs mondiaux. Voilà, donc avec de l'engagement auprès des sociétés, du dialogue actionnarial, on arrive à faire changer les choses. Et BlackRock a compris qu'il était important pour, je dirais, la création de richesse, sa capitalisation boursière, il était important de prendre en considération ces facteurs. Puisque en 2013, on avait une capitalisation boursière du groupe qui dépassait 400 milliards de dollars. En 2020, le titre, il sort du Dow Jones, ce qui est quand même, ce qui était un événement majeur, puisqu'on avait affaire à une des plus grandes sociétés américaines historiquement parlant. Il sort du Dow Jones. Et même en 2021, vous avez une capitalisation boursière qui est tombée à 273 milliards.
Alors, il n'y a pas que le fait de ne pas s'intéresser aux questions environnementales qui les a bien entendu pénalisées, mais ça a participé à cette déroute. Et tout d'un seul coup, il y a quand même eu une prise de conscience qu'il fallait à tout prix, pour préserver la valeur de l'entreprise, s'intéresser aussi à ces sujets d'avenir pour la planète, pour le développement durable. Et c'est bien entendu dans l'intérêt de l'ensemble des parties. Voilà, j'en ai terminé et j'espère que je n'ai pas été trop long et qu'on pourra quand même prendre des questions. Merci beaucoup Alexandre. C'est vrai que c'est un sujet dans lequel on pourrait passer un temps important parce qu'il couvre un éventail très fort et puis bon, c'est assez passionnant et puis c'est aussi entre autres l'avenir. Donc merci de t'avoir pris à cet exercice parce que c'est pas évident dans un court laps de temps. Alors on a déjà plein de questions. Alors il y en a une que je voulais voir avec vous parce que un de nos étudiants nous demande si en tant que particulier on peut investir entre autres dans les crédits carbone. Je suis pas persuadé que ce soit un marché ouvert aux particuliers. Non, non, parce que un marché professionnel. C'est un marché de professionnels, de sociétés qui vont échanger effectivement des droits à polluer ou, voilà, ou des crédits. C'est pas ouvert aux particuliers, non. Alors, je m'en doutais, mais comme c'est toi le spécialiste. Alors, on a notre étudiant qui nous demande si les critères ISF peuvent intégrer d'autres classes d'actifs, comme par exemple des infrastructures, entre autres. Oui. Ah oui, oui, absolument, absolument, puisque vous avez tout à fait des projets de financement de projets qui aujourd'hui vont prendre en considération, et c'est même de plus en plus le cas, il y a des contraintes dans la réalisation du projet d'infrastructure liées à l'impact environnemental, social et de gouvernance de ces projets. Ça peut être une route, ça peut être un pont, et au contraire, ça se prête complètement à l'intégration de l'ESG parce qu'en construisant un métro, vous améliorez la mobilité, vous décongestionnez une ville, ça a de l'impact. En construisant une route, vous utilisez un nouveau béton, un asphalte qui est moins réfléchissant, qui va renvoyer moins de chaleur. Vous voyez, il y a toujours un biais possible qui peut contribuer aux problématiques de développement durable. Alors, il y a une question qui revient, qui est posée de manière un peu différente constamment, qui revient entre autres entre le greenwashing, voilà, qui s'était un petit peu développé. Entre autres problématiques, on a eu comme par exemple l'Orpea, entre autres. Le fait des labellisations peut-être chinoises qui pourraient par exemple trouver que le charbon c'est green, bon, leurs propres critères à certains pays. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une confiance qui se perd dans tous ces labels, ou comment tu vois le marché, malgré, comme dans tous les domaines, des tentatives peut-être un petit peu de fraude, d'usurpation Oui, oui, oui. Alors, donc, ça, sur vraiment des très bonnes questions. En fait, je dirais, c'est comme toute activité nouvelle. Il faut qu'elle se structure, il faut qu'elle soit réglementée. Et puis derrière, ça reste un sujet où il y a plusieurs possibilités. Le champ des possibles, il est large pour les investisseurs. Mais il ne faut pas faire, je dirais, il faut pas abandonner un objectif pour un autre. Et le cas d'Orpea, il est extrêmement intéressant. Parce qu'un gérant, il va se dire quoi? Il va se dire, ben moi, j'investis dans Orpea, pourquoi? Parce que c'est un trend de long terme. C'est l'économie du troisième, quatrième âge. Voilà, les tendances démographiques dans nos sociétés vieillissantes font que c'est une activité qui va se développer et donc qui va être rentable. Et voilà. Sauf que si je fais ça uniquement, j'oublie tout un autre pan. C'est pas parce que j'ai sélectionné cette société au titre de son activité comme étant une tendance de long terme favorable qu'il faut oublier de regarder les éléments de gouvernance. Et là, je crois que l'ensemble du marché a été aveugle et a insuffisamment analysé ce qui pouvait se passer au sein de cette société. Parce qu'il y avait quand même des signaux avant l'apparition de ce livre chaque, on va dire. Et est-ce qu'il y a, j'ai pas bien su, est-ce qu'il y a des ETF Oui, bien sûr. ISR? Il y a énormément, le marché des ETF est très important sur ce segment. Pourquoi? Parce que vous avez des agences qui sont à la fois qui notent bien sûr les sociétés sur le l'ESG et qui construisent des indices.
notamment MSCI. MSCI fait de la notation, mais aussi un producteur d'indices et va bâtir des indices qui vont être utilisés pour des ETF. Et ce sont des flux gigantesques et en croissance. Donc, pendant la crise du Covid, on a vu les flux en actions, en titres classiques, diminuer et les investissements en ETF ESG bondir de façon extrêmement importante. Bon, bah justement, les ETF pour les particuliers, ça peut être quelque chose à. On parlait tout à l'heure du crédit qui sont au marché professionnel, à la différence des ETF qui sont effectivement très larges, très ouverts. Et écoute, Alexandre, voilà. Je voulais énormément te remercier, qu'on respecte un petit peu le délai. On a un petit peu dépassé, mais déjà quand même, on a vu une grande partie. Et puis, on sera heureux de certainement, je croise les doigts, de t'avoir l'année prochaine à l'école pour ceux qui passent encore d'une classe et avoir tes lumières sur ce programme, cette thématique qui n'est pas que financière, mais presque d'une certaine façon un peu philosophique, réellement, puisque on parle entre autres aussi de morale et de toutes autres choses. Et je pense qu'on a la finance est demandeur, il y a une nécessité à ce point-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu tout suivre ou quoi que ce soit, sachez que bientôt, ça sera diffusé, vous pouvez retrouver sur YouTube, voilà, pour écouter s'il y a des thématiques qui ont un petit peu dépassé. Et puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les ferai parvenir à Alexandre et on reviendra vers vous avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Merci de votre attention et merci encore pour ton éclairage, Alexandre, et j'espère à très vite. À très vite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.